École de calligraphie. C'est pas du tout un théâtre ici, vous savez. Mais c'est la première fois qu'on joue une pièce de théâtre. Alors c'est une première pour nous et j'en suis ravi. Alors merci d'accueillir cette première à calligraphie. Merci. Celui qui l'a dit en premier, c'est papa. La fourmi. Je les vois, toutes les petites adorent. Pas de souci à se faire pour celle-là. Pas besoin d'économiser pour elle. Pour le dur hiver après l'été, quand un vent glacé soufflera. Une fourmi. Récemment, je me suis aperçue que j'aurais aimé être née cigale. Avec Nathalie, quand on a 10 ans, on vole. Tous les jours. À la sortie du lycée, on fait des expéditions à Euromarché. Ce qui me plaît dans le vol, c'est l'idée de ne pas payer, d'avoir gratuite cette chose neuve, enveloppée dans son emballage. Par contre, j'aime pas la peur que produit le vol. Je ne fais pas ça pour le frisson, je déteste. Nathalie a beaucoup plus d'audace que moi. Si Nathalie pouvait voler pour moi, je m'en satisferais. Le plus grand nombre de nos vols s'accomplit au rayon papeterie. J'ai une fascination pour les crayons. Nous avons mis au point une autre pratique. Vider les poches de nos camarades. Une précaution s'impose, faire les manteaux d'une autre classe à un autre étage. On passe vite la main dans les poches des manteaux, accrochés au pater, le cœur bat à toute allure. Si on était surpris, il faudrait prendre l'air le plus innocent possible. Je cherche mon Kleenex, monsieur. À la fin d'un cours, Nathalie arbore un sourire triomphant, un billet de 50 francs. Tu l'as pris? Bah oui. À la sortie des cours, on a couru à la confiserie, juste en face du lycée. On a rempli chacune un sachet en papier de frites acidulées, de guimauves, d'ours en chocolat, de cacahuètes en sucre, de rouleaux de réglisse, plus de bonbons que je n'en avais jamais eu. Le total s'est monté au moins à 2 ou 3 francs. Nathalie a sorti de sa poche le billet de 50 francs. Dehors, on s'est partagé la monnaie. J'avais jamais été aussi riche. Au lycée, quelques jours après notre exploit, on a entendu l'histoire de la fille de la concierge. Elle s'était fait voler dans la poche de son manteau 50 francs. Cela représentait ses économies d'1 an pour acheter les cadeaux de Noël de toute sa famille. Depuis, elle ne venait plus à l'école, elle était malade. On était tous indignés. Nathalie et moi avons pris des airs horrifiés. J'étais véritablement horrifiée. J'ai pensé à cette petite fille trouvant sa poche vide en sortant de cours. À son chagrin. Veuillez nous suivre. 2 hommes nous attendent de l'autre côté des caisses.
Inutile de nous enfuir en courant, nous les suivons. Ils fouillent méthodiquement nos cartables. Les objets saisis dans celui de Nathalie s'empilent sur une table. L'homme qui s'occupe du mien n'a encore rien trouvé. Il ouvre ma trousse, en sort mes crayons. Ouvrez le stylo pendant que vous y êtes, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Tu veux une fessée? Je sais qu'il va me la donner, déculottée. Les larmes jaillissent de mes yeux, je le supplie de ne rien dire aux parents. Je promets que je ne volerai plus, plus jamais. Nathalie, droite, les dents serrées, l'œil dur, ne dit pas un mot, ne verse pas une larme. Quelques jours plus tôt, une petite fille qu'elle avait entraînée à voler un taille-crayon nous a dénoncés. Il s'est ensuivi une conférence téléphonique entre les deux parents, interdiction de nous voir, obligation de rentrer tout de suite à la maison après les cours et à la moindre rechute, la pension. Je n'ai que moyennement peur de mes parents, mais la mère de Nathalie, une Russe énorme, à la voix rauque, qui fume tout le temps, mais terrifiante quand elle crie. Je le vois dans les yeux sombres de Nathalie. Les inspecteurs écrivent nos noms, nos adresses, sur des formulaires qu'ils nous font signer, nous disent qu'ils vont alerter nos parents par la poste. Le soir même, à la maison, je m'effondre. Nathalie ne dit rien, elle attend la lettre. Chaque soir, elle rentre dans la terreur. Les jours passent. Les semaines passent. Les parents n'ont rien reçu. Les inspecteurs d'Euromarché ont sans doute jugé, à raison, que l'effet de la peur avait été assez puissant. J'ai cette passion en commun avec ma grand-mère, le chocolat. Je la vois seulement l'été, aux vacances de Pâques, en Bretagne, dans la grande maison de pierre près de la plage où elle habite toute l'année, très diminuée depuis sa congestion cérébrale. Elle ne peut plus lire, elle marche difficilement, elle regarde la télévision, elle fait lentement de petites promenades. Assise dans son fauteuil, elle tape la coudoir en bois de sa main comme une enfant qui se rebelle. Et elle dit « Je veux mourir, je veux en finir. » Je ne sais pas quoi dire pour la réconforter. Une visite, la distrait, la fatigue. Moi, je la fatigue pas. Je suis la seule qui fasse attention à elle. On va se promener ensemble. On marche à tout petit pas. Nos promenades ont un but, toujours le même. Le magasin du boulevard de la plage où nous allons acheter du chocolat, un nougati, un rocher praliné Suchard, un Mars, une tablette Nestlé au riz soufflé. Nous mangeons en chemin, nous en rapportons. De retour chez elle, ma grand-mère va cacher ce qui lui reste, elle n'a pas droit aux sucreries. Si la cuisinière le trouve, elle le confisquera. Je regarde où ma grand-mère le cache. Grâce à sa congestion, elle a perdu la mémoire. Je n'ai donc aucun scrupule à retourner le lendemain dans sa chambre, pendant qu'elle est en bas devant la télévision, et à chercher sous la pile de draps dans le placard, ou parmi les poudriers de la salle de bain. Je prends le chocolat caché. Soupçonnée de donner son argent à tort et à travers, ma grand-mère est désormais sous la tutelle de son petit frère. Au bras l'une de l'autre, nous faisons notre entrée dans la belle demeure d'oncle Paul, toujours suprêmement élégant, il nous reçoit. La voix de ma grand-mère résonne, quémandeuse, suppliante. J'ai promis à la petite de lui faire un cadeau. Oncle Paul lui rappelle qu'elle est déjà venue 2 jours plus tôt. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. J'espère qu'il va céder. Sinon, on aura fait toute cette promenade pour rien. Il cède. Sur les rayons du magasin, je cherche un cadeau. En dehors des seaux, des pelles, des bouées, il n'y a pas grand-chose. Des maquettes de bateaux, des bateaux dans des bouteilles, des tableaux de coquillages, des goélands en plastique sur des supports de bois, des poupées bretonnes de collection dont je n'ai aucun besoin. J'en prends une.
quand même, histoire de dépenser tout l'argent qu'on a reçu d'oncle Paul. J'ai 19 ans. Royalement payée, je garde 2 petites filles pendant le mois de juillet dans une superbe maison de campagne. La maman psychanalyste et son compagnon nous rejoignent le week-end. Je tombe amoureuse de la psychanalyste. Le soir, ils ont des discussions intellectuelles que j'écoute à peine. Je souhaite seulement ne jamais cesser d'être auprès d'elle, de la voir, de l'entendre. Juillet s'achève, je suis épouvantablement triste. En septembre, à Paris, le téléphone sonne. La psychanalyste me demande de garder à nouveau ses filles dans son appartement parisien. Découvrir le lieu où elle vit. Entrer dans sa chambre. Je passe de pièce en pièce. Dans l'appartement ancien, plein de livres, j'y suis. Sur son bureau, je remarque, entre la lampe et un coup de papier, un billet de 100 francs. Il a l'air d'avoir été oublié. Pour laisser ainsi traîner 100 francs, faut vraiment pas faire attention à l'argent. Comment se rappellerait-elle ce billet? D'ailleurs, n'importe qui aurait pu le dérober. Les petites filles, leur frère qui a mon âge, c'est sans risque. Je le prends. Pas mécontente de doubler ainsi mon salaire de babysitter. Le soir, au moment de me payer, elle me demande de sa voix douce et rauque de fumeuse si je n'ai pas trouvé sur son bureau un billet de 100 francs. Je baisse les yeux, non. Peut-être a-t-elle laissé exprès un test. L'ai-je réussi? Raté? Je n'ai plus jamais revu. À 15 ans, je suis jeune fille au père dans une famille grande bourgeoise. Pour 800 francs par mois, je m'occupe de 4 enfants, 7 jours sur 7, de 7h du matin à 9h du soir. Pendant la sieste du bébé, je dois aider les 3 filles à faire leurs devoirs de vacances pour que chaque minute de mon temps soit rentabilisée. J'ai l'interdiction de sortir le soir, même pour un petit tour sur le port. Je n'ai pas le droit de m'éloigner de l'endroit qu'ils m'ont assigné sur la plage. La mère est sans cesse en train de récriminer. J'utilise trop de papier hygiénique. Je perds trop de temps à amuser le bébé quand je le mets sur le pont. Vers la fin du mois, je rêve que je suis aux toilettes et je sens dans mon rêve l'urine chaude couler sur mes cuisses. Au réveil, mes draps sont mouillés, ça ne m'était jamais arrivé. Je révèle l'accident à la mère qui hurle, me ridiculise devant tout le monde parce que j'ai souillé le matelas. Je rédige mon testament. Si je refais pipi au lit, je me jetterai de la mansarde de cette maison normande. Prête à mourir plutôt qu'à partir. J'ai appris que la jeune fille au père de l'été précédent avait claqué la porte au bout d'une semaine. Je n'ai pas appris à dire non. Ma mère dit qu'il faut aller jusqu'au bout de son engagement. Il y a aussi ces 800 francs auxquels je ne sais pas renoncer.
coûte pas cher. J'aime les distractions bon marché. La lecture de livres empruntés dans les bibliothèques, le vélo sur de vieilles bécanes achetées pour rien, la marche avec la même paire de baskets depuis 7 ans, la piscine municipale, 2 € l'entrée, les bains de mer gratuits. Sur une plage de nudistes, pas même la peine d'acheter un maillot. Ah, les conseils de beauté des magazines féminins. Des trucs de bonimenteur. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est tout le bras qui part. En 30 ans, 2 fois chez le coiffeur. Pour ma peau sèche, une crème hypoallergénique, 10 €, le pot me dure presque 1 an. J'ai toujours eu du mal à prendre un taxi. J'ai l'impression de me faire avoir. Mes yeux, magnétiquement attirés par le compteur, suivent le déroulement des chiffres. N'est-il pas truqué? A-t-il fait exprès de prendre cette voie embouteillée? Il accélère, freine brusquement, juste avant le feu rouge. Pour ne pas penser. Je fixe dans ma tête un chiffre important, je regarde plus le compteur. J'ai parfois la surprise d'un prix moindre. Mais dans tous les cas, j'ai du mal à faire la conversation avec le chauffeur. Même s'il est plein d'histoires fascinantes. Et encore plus, à lui laisser un pourboire. J'ai pour lui une hostilité sourde. Sauf si le tarif de la course est fixé à l'avance. Alors, je peux me détendre. Peu importe la durée du trajet. Les détours. J'ai passé mon permis à 22 ans et j'ai parfois utilisé la voiture de maman, mais il a fallu que je m'y pousse. L'idée d'un accident, d'une éraflure, de réparations coûteuses, de la police d'assurance de papa, tous ces frais bloquent mon désir. Mon frère, lui, a emprunté dès l'âge de 18 ans et plusieurs fois cassé les voitures de papa, maman. Il a accumulé sans scrupule. Les amendes que mes parents payaient pour lui faisaient sauter. La voiture existait. Il en avait besoin pour sortir le soir. Mon frère est quelqu'un de libre. Pour mes trajets à l'université, mon mari m'achète une Honda Accord de luxe d'occasion. Il a choisi une voiture chère, 5 200 $. Je suis furieuse. Il m'assure que c'est une bonne voiture, il veut que je roule dans une bonne affaire pour ma sécurité. Peut-être, mais enfin, toutes mes économies y passent. C'est moi qui la paie, cette voiture. 1 an plus tard, je m'écrase contre un poteau électrique. Je n'ai pas la ceinture de sécurité. Brise le pare-brise. Coma. Contusion. Crâne recousu. Cette fois, je félicite mon mari. Il a vraiment fait une bonne affaire. L'assurance m'envoie un chèque de 6 200 $ pour la voiture qu'1 an plus tôt, j'avais payé 5 700. J'en rachète pas. J'aime autant emprunter le bus, même s'il faut l'attendre dans le froid, et qu'il parcourt en 45 minutes le trajet qui, avant, me prenait 10 minutes en voiture. Parfois, j'achète seulement pour éviter d'acheter la même chose en plus cher. J'achète pour me prémunir contre la dépense et en finir avec mon désir. Et il est fatigant, mais de penser mes jours et nuits à la chose qu'on convoite. Dorénavant, au lieu de 10 fringues bon marché, j'en achèterai une seule, élégante, chère, qui changera ma garde-robe et qui m'embellira.
C'est une décision sage, m'a dit mon mari. Mais les choses chères peuvent s'obtenir en solde. Il me semble stupide de les payer au prix fort. Mais même pour mon mariage, je n'y arrive pas. Ma grand-mère m'offre la robe. Elle est prête à y mettre le prix. Je trouve scandaleux de payer une fortune un bout de tissu blanc que je ne porterai qu'un seul jour. Alors, dans Paris pas cher, j'ai repéré l'adresse d'une femme qui collectionne, mais depuis 20 ans, les robes de mariée. Elles s'entassent dans une pièce, chiffonnées, sales, déchirées, une vraie salle au trésor. Je fouille enchantée. Pour 150 €, tout compris, j'obtiens une robe longue en moire, un voile de tulle en dentelle, avec une couronne de petites perles en toque et des longues mitaines blanches et des boucles d'oreilles clinquantes, imitant la perle, un vrai déguisement de mari. Alors, ta robe, tu l'as trouvée? Oh, c'est pour voir la robe de la mariée que les gens se déplacent. L'idée ne m'avait pas effleuré l'esprit. Je restais ma robe 6 jours avant le mariage. Je m'aperçois qu'elle est trop étroite au niveau des hanches et forme des plis dans mon dos. Mais à l'église, c'est de dos qu'on me verra. J'apporte la robe chez un retoucheur qui décrète toute réparation impossible. Il me reste qu'à maigrir. J'ai tout à coup des sueurs froides à l'idée de faire des centaines, voire des milliers de kilomètres à mes invités pour leur offrir le spectacle d'une mariée. Bon marché! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non, alors ça! Avant de quitter un pays pour un autre, je suis prise d'une frénésie d'achat dont je crains de ne pas trouver dans le pays où je vais les bonnes affaires de celui d'où je pars. J'achète des articles qui ne me seraient pas venus à l'idée d'acquérir. Prague, pas le Prague pour touristes, mais le petit bazar dans un quartier sans touristes. Combien de tours j'y ai fait? Combien de trouvailles? Sur le moment, j'hésite. Ne suis-je pas en train d'acheter une vieille poterie, une assiette de porcelaine ébréchée, un vase en cristal kitsch, tout bon à jeter, mais quand le paquet est ouvert dans la maison de mon hôte, quelque part, en France, en Amérique, il produit le meilleur effet. On ne dirait pas que j'ai payé 80 couronnes, 2,30 €. La plupart de mes bonnes affaires s'entassent au fond d'un placard. C'est la réserve à cadeaux. J'y reste parfois emballée pendant des années. Quand je les retrouve, parfaitement oubliés, j'ai du mal à les offrir comme si j'avais peur soudain de m'en priver. Il y a mieux encore. Fabriquer le cadeau soi-même. La matière première est bon marché, le cadeau unique. Pendant des années, je mets à profit mes petits talents pour Noël, pour les anniversaires, pour grand-maman. Je fais des dessins à la plume. Pour papa et maman, je recopie des romans dans de jolis cahiers chinois noirs et rouges, très petite maison dans la prairie. Non seulement je ne dépense rien, mais je reçois une moisson de compliments. Qu'est-ce qu'elle est donc? Elle a tant de cordes à son arc. C'est bien les cadeaux qu'on fait soi-même. Maman est extrêmement radine pour certaines choses, par exemple la nourriture.
Elle bannit tout extra, ne jette aucun reste à cause de la guerre, des petits Chinois, mais surtout parce qu'on peut très bien composer un dîner de reste et que c'est toujours ça d'économiser. Dès qu'elle nous entend ouvrir le réfrigérateur, elle surgit pour nous demander ce qu'on cherche. Elle n'a jamais sur elle les 2,30 €, le ticket de métro dont on a besoin. Elle ne supporte pas que papa achète des croissants le dimanche matin, ni qu'on s'arrête dans un restaurant de bord d'autoroute. C'est cher, pas bon. Avant chaque départ en vacances, elle tartine 6 sandwichs, alors même qu'elle n'en peut plus d'avoir à tartiner ses sandwichs. Pendant des années, je rêve d'un steak frites dans un restaurant de bord d'autoroute. 20 ans plus tard, je suis incapable de me l'offrir, c'est cher et pas bon. Malgré ces zones de radinerie, la cigale, c'est maman. Chaque saison, elle renouvelle sa garde-robe. Elle n'achète que des habits de marque, dans les meilleurs tissus. Plus de la moitié de son salaire lui sert à s'habiller. Ses habits remplissent ses placards. C'est pour ça qu'elle travaille, pour avoir le droit de jeter son argent par les fenêtres en vêtements. Avec les fortunes qu'elle dépense en habits, on aurait pu acheter des châteaux, mais les châteaux ne l'intéressent pas. Elle n'a jamais eu une âme de propriétaire. Papa, lui, a une tendance à la chasse au croissant. La fourmi, c'est lui. Il calcule, il pense à l'avenir, il investit l'argent, il achète des appartements, il garde les vieux bouts de ficelle. Quand on demande à papa s'il a 50 francs, il répond pas comme maman qu'il n'a pas un sou. Il sort de sa poche les billets, attachés par une pince en argent. Ça s'appelle reviens, hein. Mais oui, t'inquiète pas. On lui rend visite à l'hôpital après une opération. La première chose qu'il dit quand on entre dans sa chambre, mes 50 francs. Papa a une petitesse que je connais bien puisque c'est la mienne. Être radin, ce n'est pas simplement avoir du mal à ouvrir sa bourse. C'est autre chose dont je parle. Suspicion, rétention, calcul, paranoïa. C'est ça qui fait que je me déteste. Il est difficile d'apprendre la générosité, avoir une âme ouverte, où on peut entrer pour se réchauffer, une âme hospitalière. Un jour, je fais la connaissance de l'ex de mon mari, de passage à New York. En tête de table, elle ne cesse de parler, de rire. Quand arrive l'addition, elle s'en empare malgré les protestations. Come on, guys. Elle gagne sa vie maintenant, c'est à elle de payer. Je rêverais d'être comme elle. Rayonnante, chaleureuse, entourée d'hommes qui la regardent fascinée. Pour notre mariage, elle nous rapporte d'Europe centrale des verres à pied en cristal de Bohême. 12 grands, 12 moyens, 12 petits, les verres à eau. Mais elle a traversé l'Europe avec ses multitudes de boîtes. Quand enfin nous aménageons chez nous, nous ouvrons les 8 boîtes qui remplissent un placard. Il semble que l'occasion ne soit jamais assez belle pour les utiliser. Mais elle les utiliserait. Elle n'a jamais rien d'assez beau pour ses invités. Pour elle, les choses sont faites pour qu'on en jouisse ensemble. L'ex de mon mari est de passage à New York. Nous allons déjeuner au restaurant avec mon mari, sa sœur que je ne connaissais pas. Mon mari et moi sommes les moins riches à cette table. Quand arrive l'addition, mon mari s'en empare. Je m'étais mis d'accord avec lui, on paierait quoi qu'elle dise, ma revanche sur elle. Réclamer l'addition. Poser sa carte de crédit sur la table. Octroi un pouvoir. Ce pouvoir donne du plaisir. J'ai beau le connaître, quelque chose me retient.
Mais pourquoi demande la grenouille au scorpion qu'elle transporte sur l'autre rive et qui vient de la piquer, se condamnant ainsi à mort avec elle? C'est dans ma nature, répond le scorpion avant de sombrer. Par une belle nuit d'automne, nous allons au restaurant avec mon frère, sa petite amie, un copain à eux, cela m'arrive rarement. Nous allons partager l'addition. Ce repas me reviendra plus cher que si j'avais mangé la même chose seule. Rien ne m'irrite comme de devoir donner mes 40 $ quand j'ai bu, manger pour 25. Je me rappelle les bonnes paroles de mon mari. Il arrive que l'on paie quand on n'a aucune raison de le faire, c'est pas grave. Je ne veux pas que mon frère et sa copine voient confirmer leurs préjugés contre moi. Je veux passer une bonne soirée, détendue, cool. Je lutte avec moi-même, avant même qu'on ait passé la commande. Ils meurent de faim tous les trois. Commande des entrées, des grosses steaks frites, 20 $ le plat. Moi, je me contente d'une grosse salade, 9 $, j'espère ainsi modérer leur choix. Commande une bouteille de vin, sans doute une bonne bouteille. En prévision de la justice à venir, je décide de goûter mon unique plaisir, un kir royal. Ils commandent d'autres verres de vin. L'addition est sur la table. Je sors, 30 $, voilà pour moi. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais tu peux mettre beaucoup moins, dit mon frère. J'ai beaucoup bu, c'est normal que je fais plus. Et voilà, pour 10 $ de gagné. J'ai réussi à paraître celle que je ne voulais pas. Recevoir à la maison qu'aller au restaurant avec des amis. En Amérique, les invités apportent systématiquement une bouteille de vin. Je cuisine économiquement, je connais quelques bonnes recettes, une moisson de dessert maison, et je traite bien mes convives et ça me revient pas cher. D'autant plus qu'il y a souvent des restes pour le lendemain, parfois même assez pour un autre dîner la semaine suivante. Parfois, je prépare des plats qui ont l'air chers. Des coquilles Saint-Jacques, une blanquette de veau, c'est parce que j'ai découvert un poissonnier pas cher ou que le veau était en solde. Il est vrai qu'entre les poissons, les entrées, les quelques bouteilles supplémentaires, un dîner à la maison finit par revenir plus cher que le restaurant où je ne paierai que ma part. Il n'importe. Je préfère recevoir, contrôler les dépenses. Maîtriser la soirée. J'ai une amie qui a peu d'argent, des tonnes de dettes à rembourser. Elle n'est jamais allée chez personne sans apporter une bonne bouteille. C'est tout le contraire de moi. Je sens bien en la voyant que vivre, c'est dépenser, jouir, donner sans compter. Papa et maman sont très fiers de moi quand ils voient mon premier article imprimé. Papa s'étonne quand même que je ne sois pas payée. Il y a dans cet étonnement comme une condescendance qui ne demande rien à rien. Je prends mon courage demain et déclare au directeur de la revue que je souhaiterais être payée. Il me regarde d'un air amusé. Payée combien? Je ne sais pas, mais j'ai une amie qui écrit pour un magazine et on la paie pour chaque feuillet. Elle a reçu 3000 francs. Quel magazine?
Glamour, je souhaiterais que la terre s'ouvre, m'engloutisse, comparer Glamour et la prestigieuse revue littéraire qui publie mes articles. Non mais nous sommes une revue subventionnée, mon petit. Si vous avez besoin d'argent, dites-le moi. Vous voulez combien? Il sort son carnet de chèques, je suis pourpre. Me voilà en train de quémander les sous comme avec mes grands-mères. Non, 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 c'est pas ça. Je n'ai pas besoin d'argent, je suis désolée. L'incident est clos. Il m'a tant coûté, tant humilié que d'argent je ne reparlerai pas pendant des années. Publier un roman. De loin, certains croient qu'il s'agit d'une manne. Lors de la signature de mon premier contrat, mon éditeur me signe un chèque de 5 000 francs. Lors de la sortie du livre, il me donne encore 5 000 francs. Bon, c'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà quelque chose. Une avance sur la vente. On publie mon premier roman à 5 000 exemplaires. C'est mon père qui me le dit au téléphone, ayant ouvert mon courrier. 550 exemplaires vendus, mais tu dois 6 000 francs à la maison d'édition, alors. Il croit que je vais devoir rendre l'argent. Le petit nombre d'exemplaires vendus le fait rire. Il ne sait pas que son rire me déchire. Mon livre ne peut pas être bon puisqu'il ne se vend pas. Je ne vaux même pas cet argent que j'ai gagné par mes mots. Je me sens comme une voleuse. J'ose à peine franchir le seuil de la maison d'édition. Pour mon 4e livre, déterminé à me battre, j'avertis le directeur de collection que je veux de l'argent. On ne peut quand même pas demander 100 000 francs à l'éditeur, dit-il, mais 50 000. 100 000 ? Mais j'avais jamais pensé à demander tant. 50 000 me paraît déjà énorme. Je reçois le contrat avec une lettre de l'éditeur, il n'est pas question d'argent. 2 jours plus tard arrive une autre lettre de l'assistant m'offrant 20 000 francs. Folle de colère, je tape une lettre. Non, dit mon mari, tu remercies l'assistant. Et tu lui signales qu'il s'est trompé sur la somme dont vous étiez convenu. Mais je n'ai convenu de rien avec lui, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais écrit de courrier aussi court. Je vous remercie de votre offre de 20 000 francs, mais c'est de 50 000 dont nous étions convenus. Demande 200 000, dit mon mari, pour le livre suivant. Faut demander beaucoup, négocier ensuite. C'est la seule manière de se faire remarquer. Business. Le mot a un charme fou. Car il s'accompagne de l'image de grands hôtels. Avec lobby de marbre, fauteuils tapissés, dans lesquels, confortablement installés, on boit un whisky on the rocks, tout en écoutant la musique douce émanant d'un piano à queue, derrière lequel est assis un discret virtuose, récemment émigré de Russie. Limousine, taxi. Oui, mais la trempe de l'homme d'affaires, la certitude, la dureté, la confiance en soi. L'audace, le culot, la morgue, je ne l'ai pas. L'homme d'affaires est un joueur. Il pèse ses risques, calcule, mais il parie. Parier, c'est être prêt à perdre tout. Ses biens, son amour, sa vie. C'est comme ça que mon mari m'a eu. Moi, j'ai trop peur de perdre pour parier. Je préfère économiser pour acheter des appartements. Nous sommes 2 jeunes gens d'à peine 30 ans qui ont l'ambition d'acheter 2 appartements dans 2 des plus belles villes du monde. Nous ne parlons plus que d'argent. L'appartement de Paris, je l'achète contre moi, contre ma radinerie, contre ma peur de m'assumer. C'est un défi lancé à moi-même. Me prouver que moi aussi j'ai de l'audace, de l'imagination. Un appartement à Paris, ce sera l'ancre me rattachant à la France, que j'ai quittée pour épouser un Américain. Il y a aussi ce que je ne dis pas. Je ne veux pas que mon argent parte à New York et devienne notre argent. L'appartement de Paris sera notre appartement. Je fais ajouter une mention par le notaire. 400 000 francs proviennent d'économies réalisées avant le mariage et d'un héritage personnel et m'appartiennent donc en propre. Cela pourra être prouvé le cas échéant. Cas échéant, des mots qui respirent la confiance et la générosité. Les choses se sont un peu gâtées chez nous. À force de seulement discuter emprunt et appartement, on ne fait plus beaucoup l'amour. Cet homme qui m'était apparu nimbé d'argent, à peine l'avais-je épousé qu'il est redevenu étudiant.
Je lui tiens compte de chaque facture que je paie avec mes deniers. Après tout, que sait-on de l'homme avec qui l'on vit? Me reviennent des échos de faits divers, époux disparus avec l'argent du ménage, hommes enfants irresponsables, ouvrant sous les pas de leur famille des gouffres de dettes. Avec l'appartement de Paris, j'assure mes arrières. Je finis par la trouver, ma bonne affaire. L'annonce contient ces mots: travaux à prévoir. Débouchant du métro sur une charmante place ombragée, j'éprouve un pressentiment qui, lorsque je vois l'appartement, se transforme en joie. Grand, pour ses 48 mètres carrés, très clair, et hormis les planchers complètement pourris, pas touchés depuis 40 ans, il y a tout à faire. Oh, je sais cacher mon excitation au propriétaire. Un jeune homme timide qui n'a pas l'air au courant des prix du marché. À la 3e visite, je ne peux plus résister. J'achète. Maintenant qu'elles sont à moi, elles me semblent bien minables, ces 3 petites pièces. Commence le temps des travaux. Par miracle, une amie me donne le numéro de Bogdan, albanais d'une 50aine d'années. Il regarde mes murs, j'attends son verdict avec inquiétude. Pas de problème, c'est l'affaire d'une semaine. Je demande à quel prix? 300 francs par jour. 300 francs par jour, même s'il y met 10 jours, ça me fera 3000 francs. Les entreprises demandaient un minimum de 15 000. J'ai envie de l'embrasser. Comme je suis la plupart du temps à New York, lors de mes passages à Paris, je passe ma vie à payer les factures, à courir de plombier en Castorama, à faire réviser la chaudière, à réparer la chasse d'eau, à détartrer, à dépoussiérer, à nettoyer l'appartement de fond en comble. Du coup, je n'ai plus le temps d'écrire. Mon appartement est enfin propre, en ordre. C'est joli chez moi. On s'y sent bien. J'y vis beaucoup, je n'y vis pas, je n'écris pas. Je contemple ma cheminée de marbre, mes étagères, une fissure au plafond. 2, 3, qui n'étaient pas là la dernière fois. Vendre, me libérer de ce fardeau, je le déteste. Dans le quartier, les panneaux à vendre aux fenêtres des immeubles m'alarment. Tout le monde veut quitter le navire avant le naufrage. Le charme de ce quartier est en toc, les immeubles construits sur du gruyère. Un panneau vendu réchauffe mon cœur. Mais on achète encore dans ce quartier. Il est encore désirable. Et pourquoi pas acheter un autre appartement, profiter de la récession? En 10 ans, j'aurai remboursé. Cet achat assurera mon indépendance financière. Je renonce. J'en ai pas le courage. Vendre, me libérer de cet appartement. Retrouver la légèreté, le plaisir de vivre, de flâner dans cette ville. Écrire. Parfois, je me demande si ce n'est pas aussi par radinerie que j'écris. Pour que rien ne se perde. Pour rentabiliser, amasser mon passé, le constituer en réserve sonnante, trébuchante et investir. En écrivant, je ne dépense rien, sauf mon temps. Les mots aussi, je les épargne. J'ai toujours peur d'en dire trop. Même mon style est économe. J'aimerais écrire des romans pleins de grands sentiments qui fassent pleurer les gens, mais je débusque aussitôt leurs plus mesquines pensées. Je vois les aides par leur petit côté. Même ma vision du monde est celle d'une radine. J'ai beau me livrer, je ne donne rien de moi. Plus je me livre, plus je me réserve. Je sens bien que vivre, c'est dépenser.
jouir, donner sans compter. Être radin. J'ai 30 ans. Je suis mariée. Professeur d'université. Je repars demain pour New York. Je regarde les nouveautés sur les présentoirs d'une librairie du quartier latin. Un livre attire mon regard. L'auteur est un garçon dont j'ai été amoureuse quand j'avais 18 ans. La première page me plaît. Je le prends. Je choisis plusieurs livres, les paie avec ma carte de crédit, que le vendeur remarque parce qu'elle est américaine. Je suis habillée avec élégance, manteau en fausse fourrure, chapeau. Le vendeur est un beau jeune homme, a l'air intelligent, sans doute un étudiant. On bavarde. Il approuve le choix du livre de mon ami, qui l'a lu. Je lui révèle avoir été en classe avec lui, que j'écris aussi. Le jeune homme a l'air impressionné. Je n'ai pas envie de quitter cet étudiant si sympathique. Je jette un dernier coup d'œil au rayon, repère 3 petits livres qui sont imprimés sur papier vélin, s'accompagnent de gravures. J'aurais préféré les trouver en poche. Je ne sais lequel choisir. Je remarque sur l'un d'entre eux que le code-barre est décollé. Je soulève un coin de l'étiquette avec l'ongle. Je tire doucement, mine de rien, pendant que je fais semblant de regarder des titres en rayon. Je lâche une poignée de mon sac en plastique, plein des livres que j'ai payés tout à l'heure. Glisse le mince volume dans mon sac. Je refais la queue pour payer les 2 autres. Il y a quelqu'un d'autre à la caisse, une fille. Mon cœur bat à toute allure. Je paie. Je fais un pas vers la sortie. Je franchis le portillon. La sonnerie retentit. J'aurais pu m'arrêter, me tourner vers la caisse d'un air étonné, confus. C'est moi ? Mais je pense aussitôt que le code-barre arraché me trahit. Je démarre. Au quart de tour. Je fonce. Descends le boulevard. Plein de touristes. Je les bouscule. Je n'ai jamais couru aussi vite. Soudain, une main s'abat sur mon épaule. Madame, vous avez volé quelque chose? C'est le jeune homme de tout à l'heure. Il est en bras de chemise. Comme moi, il allait. Il est vraiment beau. J'ai pris un livre sans payer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée. J'ai payé les autres. Vous pouvez me faire confiance. Parce que vous croyez qu'on peut vous faire confiance. Le ticket de caisse en main. Il compare le nombre de chiffres et de livres dans le sac. Vous qui écrivez. Et qui connaissez les libraires indépendants. Vous devriez avoir honte. Je sors une cigarette, l'allume en tremblant. Le lendemain, je suis dans l'avion qui me ramène à New York et m'éloigne de l'homme à qui j'ai donné le droit de me mépriser. Je ne suis jamais retournée dans cette librairie. Je n'ai jamais lu le livre volé ce jour-là, ni les 2 autres que j'avais payés. Je n'ai plus jamais volé. Oh. Au supermarché, parfois. Quand je remplis un caddie, je glisse un petit truc dans ma poche. Un oignon à 10 centimes.
une boîte d'épices à 1 €. Toujours ça d'économiser. Être radin, ce n'est pas simplement avoir du mal à ouvrir sa bourse. C'est autre chose dont je parle. Oui, Bravo, bravo, bravo. Je voudrais remercier Monsieur Édouard qui nous accueille et c'est vraiment très gentil à lui, c'est la première fois qu'il fait ça. Je voudrais remercier Rémi qui a fait la mise en scène, Mercure Compagnie qui soutient le projet et aussi bien sûr, excuse-moi, Machin. aide-moi s'il te plaît. C'est là que j'ai le trou. Ferdinand qui nous aide aussi pour la technique. Voilà, et Thierry qui me soutient. Voilà, bonne soirée. Voilà, Bonne performance.